Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un cardinal astrologue qui a joué un rôle majeur dans une crise qu'a vécue l'Église à l'époque de Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Pierre d'Ailly. C'est parti. Fait numéro 1. Alors, Pierre d'Ailly est né à Compiègne en 1351. Il n'est pas du tout aristocrate et il réussit quand même à entrer au collège de Navarre à Paris, notamment grâce à un système de bourse. À l'époque, l'université médiévale était un puissant ascenseur social. Pour te donner une idée, il est né 60 ans avant Jeanne d'Arc, donc c'est à peu près la même époque. Il aurait pu être son père ou son grand-père. Fait numéro 2. Il s'illustre très rapidement. À 38 ans, on est donc en 1389. Il devient le grand chancelier de l'université de Paris. Donc il y enseigne aux esprits les plus brillants d'Europe, dont Jean de Gerson ou Pierre Cochon. Alors, peut-être que tu te souviens de cette personne car on en a déjà parlé sur la chaîne, de Pierre Cochon. Malheureusement, c'est un évêque, enfin c'est l'évêque qui a orchestré le procès contre Jeanne d'Arc. Voilà. Donc, Pierre d'Ailly a enseigné à cette personne, il était son professeur. Et voilà, le monde est très petit finalement. C'est lui qui va valider entre guillemets la condamnation de Jeanne d'Arc en 1431. Voilà. Fait numéro 3. Il va confesser celui qu'on appellera plus tard le roi fou. Donc toujours en 1389, il est nommé aumônier et confesseur du roi, qui est à ce moment-là Charles VI. Il devient son confesseur juste avant que celui-ci ne devienne fou, comme on l'appelle à l'époque. Donc officiellement autour de 1392. En fait, les psychiatres modernes évoqueraient plutôt en fait un cas possible de schizophrénie ou un trouble bipolaire sévère. Voilà. Par exemple, donc Charles VI pensait, était convaincu qu'il était fait de verre, de la matière du verre, vous voyez. Et donc forcément on ne pouvait pas le toucher, etc. Et donc notre cher Pierre d'Ailly, il devient son confesseur. Voilà, quand il va se confesser à l'église, c'est lui qui le confesse. Il faut savoir que en fait c'est la maladie du roi qui a déclenché, ou en tout cas qui a largement contribué à une terrible guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons. Et contexte, on est dans la guerre de 100 ans et en fait c'est ce conflit-là qui va largement affaiblir la France face aux Anglais. Fait numéro 4 sur notre bon Pierre d'Ailly. Il a largement cumulé les mandats au cours de sa vie. Alors, grâce au pape, donc à l'époque Benoît XIII, il réussit à cumuler 14 postes au cours de sa vie, ce qui est énorme. J'ai fait la liste, alors écoutez ça. Chanoine de Soissons, chanoine de Noyon, chantre de Noyon, chancelier de l'université de Paris, chanoine de Saint-Clément de Compiègne, chanoine, c'est difficile à dire, chanoine de Rouen, chanoine de Bayeux, chantre de Rouen, trésorier de Noyon, trésorier de Sainte-Chapelle de Paris, évêque du Puy-en-Velay, évêque de Noyon, évêque de Cambrai, évêque de Limoges, évêque d'Orange et chanoine de Cambrai. Voilà. Il a eu tous ces postes-là au cours de sa vie. Donc, et en plus donc de cardinal évidemment. Allez, on passe maintenant au fait numéro 5. Comme beaucoup de savants, j'allais
ni une fin du monde grâce à ses calculs prévus pour 1400, alors que l'Europe panique à l'arrivée de ce siècle. Voilà, à l'époque, il y avait beaucoup de commérages, enfin voilà, il y avait vraiment une angoisse, pas un petit peu comme vous savez l'an 2000 pour nous, c'était pareil. Donc il y avait vraiment une grosse peur à l'arrivée de l'an 1400 à l'époque. Et lui, grâce à ses calculs, tout ça, il va démontrer que non, il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter qu'il va rien se passer à ce moment-là. Bon bah effectivement, il ne s'est rien passé. Voilà. Par contre, toujours dans ses calculs, etc., il va par contre prédire une espèce de fin du monde. Pas pour l'an 1400, mais pour l'année, enfin pour en tout cas le siècle 2500. Voilà. Donc c'est pas pour nous non plus, on s'en fiche. Allez. Point numéro 9. Point numéro 9. En 1414, il va prédire la Révolution française, donc celle de 1789. Dans un de ses livres, donc il a écrit en 1414, donc il annonce la conjonction planétaire de 1789 qui détruira les lois et les religions. Donc évidemment, bon bah, spoiler alerte, il a vu juste, parce que là, alors il ne donne pas le terme de révolution française, mais il dit que littéralement, enfin il donne la définition en fait de ce qui va se passer. Donc il a vu juste sur la révolution française avec quand
concile là, d'accord, il va avoir un rôle quand même assez majeur. Donc avec d'autres théologiens, ils se réunissent et ils vont inventer le conciliarisme. Le principe du conciliarisme, c'est en fait qu'une assemblée de tous les évêques, donc ce qu'on appelle le concile, est supérieure au pape. Donc le concile a le droit de vote légal de virer des papes si l'église est en danger. Voilà. Le conciliarisme, c'est le fait en fait de mettre le concile au-dessus du pape. On précise évidemment que c'est surtout si l'église est en danger, hein, bien sûr. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, donc Pierre Dailly, toujours astrologue, il sait en fait ce qui se passe astrologiquement parlant. Donc il sait qu'il y a des mouvements célestes, donc en 1414, qui indiquent la fin d'un gros cycle de discorde. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il se dit ok, on va créer ce concile là parce que c'est aussi sous des bons auspices, on va dire, astrologiques. Donc on va dire que c'est le moment astronomiquement parlant idéal pour réunir le concile de Constance afin donc de rétablir l'unité de l'église. Et alors du coup c'est ça qu'on appelle l'astrologie élective. Tout à l'heure j'en ai un petit peu parlé, c'est le fait de créer un événement, enfin en tout cas de lancer un projet, lancer un événement, faire quelque chose en se basant sur ce qui va se passer astrologiquement parlant, voilà, dans le ciel. En gros si vous me demandez, non ne me demandez pas à moi, mais en gros si vous demandez, voilà, vous allez voir un astrologue et vous lui demandez la meilleure date pour faire son mariage, enfin faire votre mariage, il va vous donner une date. Bon, personnellement, je suis pas une très grande fan de l'astrologie élective, mais bon, pas parce qu'elle fonctionne pas, mais parce que toujours libre arbitre first. Alors, comment ça se finit cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a le pape numéro 1, qui est donc Jean 23. Donc lui, il comprend qu'il va perdre et il s'enfuit la nuit déguisé en paysan. Voilà. Le concile le rattrape, le jette en prison et le destitue. Ça se finit pas très bien pour ce bon Jean 23. Voilà. Après on a le pape numéro 2, en même temps toujours, qui est donc Grégoire XII. Alors lui il est plus chill, parce qu'en fait il va accepter de démissionner gentiment, uniquement si l'église reconnaît en fait sa dignité. Voilà. Donc le concile accepte, tout va bien, c'est super. Alors maintenant on a un troisième pape, donc Benoît XIII. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Alors lui il est particulièrement obstiné, donc il va s'enfermer dans un château en Espagne et il va refuser de céder son trône. Le concile s'en fiche, il l'ignore totalement. Le concile l'excommunie et en fait tout le monde l'abandonne dans son château. Voilà. Il s'est fait ghost par tout le monde. On n'en parle plus. Voilà. Bon, une fois que tous ces papes ils sont voilà, un petit peu évacués, le concile va élire un nouveau pape qui cette fois sera légitime et qui sera donc Martin V. Voilà. Donc la crise est finie. L'église est sauvée de l'explosion. On a un seul et unique pape, tout va bien dans le meilleur des mondes, qui est reconnu par tout le monde. Et donc, il faut bien savoir en fait qu'à ce moment-là, il y a un autre événement qui va se passer avec le concile de Constance. En fait, on va en profiter. Donc en fait, avec toujours Pierre Dailly en premier, en tête de gondole, en fait, ils vont en profiter pour régler un autre dossier. Donc ils sont là, tous ensemble. C'est donc la question de la religion en République tchèque, donc qui à l'époque est la Bohème. Voilà. Parce qu'en fait, il y a un prêtre qui est nommé là-bas qui s'appelle Jean Hus, qui critique la richesse de l'église et la corruption des prêtres. Donc ça c'est vraiment très protestant encore. Voilà. Bon, ça va pas très bien se finir cette histoire parce qu'en fait il est invité au concile avec ce qu'on appelle un sauf-conduit. Donc c'est une promesse officielle qu'il ne lui arrivera rien. Mais une fois sur place, le concile, donc, qui est quand même toujours bien présidé par donc Pierre Dailly, estime qu'on ne doit pas tenir sa parole envers un hérétique. Et donc Jean Hus est arrêté, jugé et brûlé vif. Et alors ça va déclencher
Et en plus, quand c'est une communauté d'hommes, là vraiment je me jette un peu dans la gueule du loup. Donc écoutez, soyez sympa quand même. Pitié, s'il vous plaît, soyez sympa. Parce que bon, je vous rappelle que le Moyen-Âge, la Renaissance, étaient des périodes assez vastes de l'astrologie. Et qu'il y a beaucoup de choses à en apprendre aussi. Bref. En fait, moi j'aime bien faire une espèce d'analogie aujourd'hui sur, sur l'astrologie, ma foi, etc. Comment concilier les deux? Parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, je suis totalement en accord avec la vision de Pierre Dailly sur l'astrologie, qui est de dire que, alors certes, comment dire, l'astrologie fonctionne, c'est sûr, mais Dieu est toujours supérieur. Dieu est toujours supérieur. Le libre arbitre est toujours supérieur. Voilà. En fait, l'analogie que j'aime bien, c'est de dire que normalement, un bon astrologue, vous venez vers lui et vous lui dites, voilà, j'aimerais aller vers telle destination. Voilà, j'aimerais me retrouver à tel endroit de ma vie. Et donc lui, il va voir votre thème astral et il va dire, ok, en gros, si tu veux aller à tel endroit de ta vie, si tu veux aller à telle destination, il faut que tu prennes l'autoroute. Voilà, il faut que tu prennes l'autoroute comme une carte routière. Et donc lui va vous dire, bah voilà, l'autoroute c'est celle-là. Maintenant, le libre arbitre c'est quoi? Bah c'est que vous, une fois dans la voiture, vous vous disiez, ah mais en fait non, j'ai pas du tout envie de prendre l'autoroute, je préfère passer par les petites routes, tout ça. Et vous avez totalement le droit. Voilà. Un astrologue vous dira toujours que vous avez totalement libre arbitre sur tout dans la vie. Voilà. Un bon astrologue, je précise. Donc premièrement, enfin non, oui, deuxièmement. Troisièmement, même si vous prenez l'autoroute, même si vous prenez les petites routes, tout ça, c'est toujours Dieu à la fin qui peut faire qu'il y ait un tremblement de terre, un éboulement ou je sais quoi, qui va fermer une route que vous n'allez pas prendre, que vous n'allez pas pouvoir prendre. Voilà. Donc c'est toujours Dieu qui a le dernier mot sur les situations. Je prends l'analogie du tremblement de terre parce que moi je l'ai vécu en Nouvelle-Zélande, donc voilà. Mais c'est une analogie qui est très juste pour le coup, et Dieu dans tous les cas a toujours le dernier
du cadre